Édition 2026 du Hall for Content en direct depuis le 15e arrondissement et pour être précis depuis le New Cap Event Center. Nicolas Pagnès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle Editorial Partner. Exactement. Alors moi, en fait, je suis journaliste économique depuis une dizaine d'années et j'ai souvent été sollicité durant les premières années de ma carrière pour accompagner des entreprises dans leur stratégie éditoriale sur des événements ou sur des vidéos. Et la demande grandissant, j'en ai fait une agence, Editorial Partner, qui accompagne aujourd'hui les entreprises pour mettre en valeur leur expertise et construire des stratégies éditoriales. Alors voilà, c'est ce que je lis, effectivement, les nouveaux codes du contenu d'expertise. Voilà, ça c'est un atelier que j'anime là dans une heure à peu près. Puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une vraie demande pour des studios TV, donc des émissions TV, mais pour les entreprises, pour monter des podcasts. Et derrière, il y a quand même toujours cette question qui se pose, c'est qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte, quelle expertise je mets en avant et qui je sollicite pour prendre la parole. Et tout ça, en fait, ça nécessite un accompagnement, c'est un métier et c'est ce que je vais essayer de décrypter tout à l'heure. Alors, c'est vraiment le podcast natif et vous allez derrière rajouter le narratif. Exactement. Voilà, il y a la forme. La forme, c'est assez facile à identifier. Il suffit de regarder ce qu'on aime. Mais après, la question, c'est comment est-ce que je transforme, par exemple, un expert dans son bureau en un porte-parole qui est capable de tenir 45 minutes, en fait, en podcast, dans une interview comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et comment est-ce que je raconte une histoire en fonction de l'objectif des services marketing ou communication aussi. Et l'ADN d'une marque. Et l'ADN d'une marque, bien évidemment. Ça marche aussi pour les événements. C'est aussi souvent une demande qu'on a chez Editorial Partner quand on a le lieu, on a les invités, on a le traiteur, on a les ordres de passage des différents invités, mais maintenant, il faut raconter l'histoire et c'est là où Editorial Partner intervient. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez quelque part suivre votre interlocuteur, le conseiller, l'accompagner, le former. Exactement. Vous avez un rôle pédagogique, un rôle de conseil. Exactement, c'est un peu ce que je mettrais en avant tout à l'heure dans l'atelier, c'est qu'il y a un oxymore qui marche bien, c'est préparation et spontanéité. Donc ça marche, on commence par échanger avec les équipes communication, événementielle ou marketing en disant quel est votre objectif d'événement, et ensuite on prend le relais avec celles et ceux qui vont prendre la parole. Ça peut être du média training, de la préparation éditoriale, on va proposer une structuration de discours, une histoire à raconter sur une journée ou sur une série d'épisodes si on parle d'une émission TV, et après il faut interviewer ces personnes-là. Et donc chez Editorial Partner, on a un certain nombre de journalistes spécialisés qui ont un fonctionnement un peu particulier, puisque souvent on attend de l'intervenant qui soit aussi bon qu'un intervenant professionnel. Nous, on se dit qu'il faut le décharger de ça, et en fait, le journaliste sait ce que l'intervenant doit dire et c'est son métier de poser les questions pour faire en sorte que les messages soient passés, même si l'intervenant venait à avoir un trou ou à partir dans une direction différente. Oui, donc vous êtes à leur côté. Complètement. Vous les abandonnez pas et vous êtes à leur côté. Mais si je comprends bien, les intervenants que vous avez sont des clients qui viennent vous solliciter. D'eux-mêmes, vous allez aussi démarcher, vous Bien allez sûr. les rencontrer et leur expliquer l'intérêt de faire ce genre de podcast. Complètement. Et là, quels sont vos clients, par exemple, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on accompagne tout type de clients. C'est un peu banal de dire ça, mais en fait, on a autant des très jeunes entreprises qui veulent faire un format de temps en temps, des TPE, PME qui veulent lancer un podcast ou une série de vidéos, ou alors des très grandes entreprises. Je peux en citer deux, puisque de toute façon, j'anime des événements publiquement pour eux. Je pense à France Travail, je pense à BNP Paribas, pour qui on a pu intervenir et accompagner dans la structuration d'un discours, dans l'animation d'un événement. Et l'idée, je ne l'ai pas précisé, mais c'est souvent quand on met en avant des expertises, on a les premiers porte-parole auprès de qui tout le monde se positionne, mais parfois on a envie d'aller chercher d'autres expertises. Et c'est là où c'est plus compliqué, c'est qu'on sait qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de choses intéressantes à dire, mais qui n'a jamais pris la parole et qui peut avoir un petit peu peur de prendre la parole. Souvent, c'est là où il y a un intérêt à avoir un accompagnement et c'est là où il y a intérêt à avoir un journaliste, un animateur, un modérateur ou une modératrice qui a l'habitude de gérer ces profils-là pour réussir à faire sortir l'expertise et avoir quand même un contenu à la fin qui génère de l'engagement et qui a de l'impact. Alors, à la fin, ce contenu, il est diffusé comment ? C'est du B2B, ça peut être diffusé en interne, ça peut être diffusé aussi sur un réseau social, ça peut être un webinaire. Exactement. Alors, il se trouve que
Historiquement, on est quand même souvent sollicité sur des sujets B2B, des sujets corporate, des sujets entreprises, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'internes, il y a beaucoup d'événements professionnels et il y a aussi de la diffusion externe, notamment YouTube, quand on parle de podcasts ou d'émissions TV. En revanche, on est un peu moins présent sur le B2C aujourd'hui. C'est plus une raison historique du fait que nos clients viennent souvent par le bouche à oreille. On est recommandé par nos clients qui font du B2B, donc on va plutôt continuer à les accompagner dans cette voie-là. Mais voilà, c'est les deux grands éléments aujourd'hui, c'est comme interne et comme externe. Mais vous avez effectivement des clients qui peuvent souhaiter intervenir auprès de leurs clients. Complètement, ça arrive souvent. Là, c'est pour ça que je parlais de webinaire tout à l'heure, avec un modérateur, en expliquant leurs objectifs, en expliquant leurs produits. Et vous touchez un point hyper intéressant, et c'est vrai que c'est plus sur l'approche événementielle qu'on a. Souvent, les événements, jusqu'à il y a quelques années, c'était des événements très descendants, où on transmettait son discours en fait aux personnes qu'on avait invitées, notamment ses clients. Aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est notre conviction, ce qu'on met en avant, c'est le côté interactif. Pour ça, ça nécessite encore une fois d'avoir un professionnel, quelqu'un qui a été capable de préparer en amont avec les gens qui vont prendre la parole, mais qui est capable d'improviser avec ceux qui sont dans la salle et qui vont poser des questions. Parce que les entreprises, si elles organisent un événement, c'est parce qu'elles veulent échanger avec leurs clients. Oui, ça peut être aussi interactif en visio. Complètement. En visio aussi, ça peut être tout à fait interactif. Les deux fonctionnent très bien. Et là-dessus, c'est vrai que c'est souvent agréable de s'appuyer sur quelqu'un qui a pu préparer en amont, mais qui est capable le jour J de générer toute cette spontanéité en fait qu'on va chercher dans des événements en direct, pour le coup, si on parle de webinaire, ou des événements physiques. Vous avez sur ce salon une innovation particulière à présenter ? Alors, ce qu'on regarde beaucoup et ce qu'on étudie beaucoup, ce qu'on commence à mettre en place chez certains clients, on est souvent aussi sollicité pour accompagner en fait les collaborateurs à devenir des ambassadeurs de l'entreprise. Ça s'appelle l'employee advocacy. Les dirigeants d'entreprise sont généralement assez équipés sur le sujet. Ils ont souvent des plumes en interne ou en externe. Et il y a cette volonté parfois de transformer des collaborateurs, des expertises encore une fois, qui sont un peu moins mises en avant, en ambassadeurs. Donc, on l'a beaucoup fait avec les outils d'hier. Aujourd'hui, ce qu'on regarde et ce qu'on commence à mettre en place, c'est les agents IA pour avoir des communications un petit peu uniformisées, vues avec les services marketing ou services de communication, mais qui permettent, c'est un outil de plus pour permettre en fait aux équipes, aux collaborateurs de créer du contenu et prendre la parole eux-mêmes sur les réseaux sociaux et accepter peut-être demain de venir s'exprimer dans un podcast. Voilà, ils vont prendre la parole, mais ça nécessite aussi, quand on va sur YouTube par exemple, de vulgariser le récit. Bien sûr. De vulgariser le narratif pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Là, on n'est pas censé s'adresser à une niche spécifique qui comprend tout de suite les codes. Si on parle finance, par exemple, il faut déjà avoir une certaine expertise. En fait, ma conviction, c'est si vous prenez un autre domaine d'activité, l'IT, quand une entreprise fait appel ou souscrit à une solution IT, généralement, derrière, on fait appel à des consultants pour venir implémenter Salesforce ou un CRM ou autre. Aujourd'hui, dans la création de contenu, vous avez de plus en plus de solutions qui sont automatisées, qui sont censées permettre aux équipes de pouvoir créer du contenu par elles-mêmes ou utiliser ou regarder les métriques ou autre. Ça facilite la vie, mais pour les prendre en main, parfois, il y a besoin d'un consultant aussi qui vient vous expliquer, comment les utiliser, mais surtout, quelle histoire vous allez raconter et pourquoi est-ce que c'est important de s'en saisir. Donc, si je reviens sur votre question sur le sujet de l'expert et l'accompagnement, il y a effectivement comment lui se saisit du sujet de la communication, mais comment derrière, on l'accompagne pour lui dire, il faut transformer ton expertise en un sujet grand public et surtout respecter les impératifs marketing et communication. C'est très important puisqu'en fait, tout cela s'inscrit quand même dans une stratégie d'entreprise avec des objectifs précis. Parfois, c'est la génération de leads, parfois, c'est augmenter une audience, parfois, c'est juste de la visibilité. Ça dépend après des objectifs de chaque entreprise. Alors, il y a la formation du client, il y a l'accompagnement, il y a la mise en confiance aussi. Il y a la mise en confiance. Effectivement, pour un client qui n'a pas l'habitude de parler au micro, il faut aussi le guider, l'accompagner et le mettre en configuration, le mettre en confiance. Et on a souvent tendance à dire, à partir du moment où ils connaissent bien leur sujet, ils sont censés bien connaître leur sujet. Après, il faut passer par des codes de narration et de vulgarisation du message pour que tout le monde puisse capter
Bien sûr. et bien comprendre ce qui est dit. Et là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, pour cette expertise qu'on a chez Editorial Partner, des modérateurs, des journalistes qui interviewent régulièrement. C'est vrai qu'on a tendance à considérer que à partir du moment où on connaît son sujet, on est capable de faire une interview. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises préparations. La mauvaise préparation, c'est le discours qui a été rédigé par 5 ou 6 personnes qui avaient chacun leur avis à donner sur l'expertise de la personne qui va prendre la parole le jour J, les 5 ou 6 personnes qui sont derrière la caméra, qui vérifient ce que la personne dit en continu, et la personne qui connaît parfaitement son sujet, mais qui est complètement stressée à l'idée de dire les mots d'un autre quand il s'agit de prendre la parole. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est, si vous voulez être 5-6 à travailler sur le discours, vous travaillez sur le discours du journaliste, c'est son métier, il est capable d'intégrer ça, oui, mais de synthétiser, de remettre tout dans l'ordre et d'orienter la personne qui va interviewer. Et vous laissez à l'autre un cadre, des bullet points et sa spontanéité. C'est le métier du journaliste ensuite de faire des calls de préparation, de rédiger des trames avec cette personne. Il a un seul ou une seule interlocuteur ou interlocutrice, et derrière son métier, c'est aussi de faire en sorte que à la fin, le contenu qui sorte soit un contenu qui corresponde aux objectifs de départ. Et le meilleur moyen d'avoir une bonne interview, c'est d'avoir une personne en confiance. Et donc effectivement, ça suppose un contact régulier, parfois un peu de média training. Alors nous, on fait du média training classique, et ça, il y a beaucoup d'agences qui le proposent. En revanche, ce qu'on fait surtout, c'est du média training ciblé en vue de l'interview qu'on va réaliser ou de l'événement qu'on va animer. Vous êtes sur Paris ? On est sur Paris, mais on se déplace dans toute la France. Et ça nous est même arrivé de nous déplacer à l'étranger aussi, si besoin. Oui, j'allais vous poser la question parce qu'on raisonne en termes de région maintenant quand on parle de France. Et les marchés sont aussi ailleurs en Europe. Complètement. On a ce dialogue pro-européen. Et vous avez des objectifs ou des clients qui sont hors France ? Alors souvent, en fait, on travaille avec des grandes entreprises françaises qui doivent animer des communautés à l'international. D'accord. Ce qui fait que c'est un travail qui se fait très souvent en anglais et où il faut se déplacer, notamment quand il s'agit de faire un reportage sur une expertise de l'entreprise, mais d'aller voir comment ça se passe en Italie, en Allemagne, en Espagne ou en France. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est plutôt de continuer à évangéliser sur cette importance en fait de la stratégie éditoriale. On a le sentiment que le marché commence à devenir assez mature sur les nouvelles solutions qui viennent accompagner la création de contenu, mais qu'il faut encore rappeler qu'il faut savoir quoi dire, il faut savoir comment le raconter, et il n'y a pas de honte à se faire accompagner aussi pour se demander si c'est vraiment un discours en cohérence avec ses objectifs. Et les nouveaux outils sont une chance, mais il ne faut pas oublier que l'important, c'est l'histoire qu'on va raconter derrière, puisque c'est ça qui va engager l'audience réellement. Alors même si l'histoire est la même d'un pays à l'autre, parfois le narratif peut être un peu différent selon la culture du pays et la façon dont les sujets les sujets concernés ont déjà été abordés. Bien sûr, et même la façon dont ils vont s'adresser à leur audience, et là, ça peut être un vrai sujet. Ça nécessite aussi effectivement de prendre le temps de comprendre si un Italien va vouloir s'adresser à son marché italien, va vouloir s'adresser à un marché européen ou un Espagnol également. Et là, encore une fois, c'est de la préparation, de l'accompagnement et de l'adaptation sur mesure quelque part à chaque fois qu'on fait un projet pour un client. Editorial Partner existe depuis quand ? Alors, l'activité existe depuis une dizaine d'années. En revanche, comme je le disais au début, en fait, on a beaucoup fonctionné au bouche à oreille. Donc, on commence réellement à communiquer là depuis 2 ans. Et vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors, c'est un fonctionnement assez particulier puisque il y a peu de salariés, voire pas du tout de salariés dans l'entreprise. En revanche, on travaille avec un grand réseau de freelance. D'accord. Et on est 5 réguliers sur l'entreprise, même si en fait c'est surtout des freelances, et après on travaille avec une vingtaine de personnes, un réseau d'une vingtaine de personnes, puisque quand on est sollicité pour un studio vidéo, un podcast, un reportage ou une expertise dans le domaine financier, dans le domaine IT ou dans le domaine de l'automobile, ça nécessite des expertises différentes et donc des équipes sur mesure différentes. L'important, c'est juste de travailler régulièrement ensemble pour quand même être garant de la qualité à la fin. Nicolas Paliez, si en un mot vous deviez qualifier cette édition 2026 du salon All for Content, vous diriez quoi ?
Alors, j'avais envie de dire IA parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même un des gros sujets d'inquiétude en matière de contenu. Inquiétude, uniquement inquiétude ou alors ça va au-delà? Alors, moi, votre approche de l'IA, justement. Moi, dans mon métier au quotidien, moi, je le vois de deux manières. Dans mon métier au quotidien, c'est pas du tout une inquiétude, c'est plutôt une opportunité. Ça permet de faire gagner du temps, ça permet de faire avancer les projets. Il faut quand même faire attention à se dire que c'est un bon outil, mais ça remplace pas non plus l'expertise, surtout quand on propose de la stratégie éditoriale. Il y a quand même besoin d'un œil humain derrière, mais ça peut faire gagner du temps, notamment dans l'exécution des projets. Ce que je constate aussi... et puis ça peut régler les tâches qui sont un peu plus fastidieuses. Complètement, et puis ça permet de contourner la page blanche quand on a des gens en face de soi qui savent pas trop comment structurer leurs idées au départ avant qu'on rentre dans une stratégie éditoriale. Ça permet d'engager la discussion, donc c'est vraiment un avantage. Là où je mettrais un petit bémol, c'est que ça m'arrive, c'est pas régulier, mais il m'arrive d'avoir en face de moi des gens qui pensent que l'IA va remplacer nos métiers. Et là... C'est une crainte, ça, effectivement, qui est partagée par beaucoup de monde. Et parfois, c'est des clients. Bon, alors on les retrouve 6 mois après en disant en fait j'avais un outil formidable, je pensais que ça allait vous remplacer, mais comme j'ai toujours rien fait, finalement on va peut-être quand même faire appel à vous. Mais c'est vrai qu'il faut aussi parfois éduquer en disant c'est un outil formidable, mais ça reste un outil, ça remplace pas une stratégie à l'heure actuelle. Après, effectivement, il faut le suivre de près parce que l'IA, on peut pas se projeter sur 10 ans, ça va tellement vite. Je dis souvent, déjà sur 2-3 ans, avoir une vision de ce qui peut se passer dans les 2-3 années à venir, c'est important parce que il faut effectivement comprendre que c'est un outil, mais qui va évoluer très vite. Donc, il faut s'adapter régulièrement et toujours être complémentaire de cet outil pour apporter une valeur ajoutée à vos clients et remettre de l'humain au centre des discussions. Et n'oubliez pas que l'IA voudra toujours être votre ami et que parfois, l'IA est toujours peut vous d'accord raconter avec nous. Un peu n'importe quoi. Et quand on fait une stratégie de contenu, il faut faire très attention. Ils sont toujours d'accord avec nous. Toujours d'accord, même quand on leur demande de pas être d'accord, finalement, ils sont quand même de notre côté. Mais quand même, il faut bien réfléchir. Parce qu'ils veulent qu'on continue à les utiliser. Voilà, c'est ça, bien donc sûr. attention dans une stratégie de contenu. Oui, voilà. Bon, donc on a retenu IA. IA, oui, enfin j'allais dire innovation, mais effectivement on peut dire IA, oui bien sûr. Et innovation si vous voulez. Merci Nicolas Pelliez. Merci Alain. Et à très bientôt. Et puis bon, excellent salon à vous. Merci à vous aussi.